Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Dans le cadre de la présidentielle américaine, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de Métropole M. Akram Elias. C'est un conférencier responsable de Capital Communications Group qui a une expertise en matière électorale, du système de gouvernance, de la structure gouvernementale, le système fédéral, le rôle de la société civile américaine dans la prise de décision et à l'occasion de cette présidentielle américaine. Il est avec nous pour nous aider à comprendre le fonctionnement du système électoral américain. Monsieur Akram Elias, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour à vous, ravi d'être avec vous à Métropole ce matin. Merci pour l'invitation. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez une opinion personnelle par rapport à cette expérience que les Américains sont en train de faire dans le cadre de ces élections? Eh bien, c'est une expérience qui est extraordinaire. Tous les 2 ans aux États-Unis, nous avons des élections au niveau de l'Union. Et puis tous les 4 ans, ces élections au niveau de l'Union incluent l'élection du président de l'Union, à part aussi, et en plus de, les délégués des 50 États au Congrès, puisque notre Union est gouvernée par les 50 États à travers un congrès qui est une conférence législative organisée par les États, pour les États, tous les 2 ans à Washington. Donc, ces élections sont extrêmement importantes et nous avons en fait, il y a des élections par milliers qui ont lieu dans cette période aux États-Unis, puisqu'il y a les élections locales, il y a les élections des gouvernements des 50 États fédérés et en plus les responsables au niveau du gouvernement fédéral. Donc c'est une expression démocratique extrêmement importante. Alors, pour assurer la gouvernance du peuple. Très bien. Alors, une élection présidentielle avec une femme candidate et un ancien président, cette expérience est nouvelle aussi, si je ne m'abuse, pour les Américains. C'est-à-dire que oui et non. Nous avions quand même eu un candidat à la présidence en 2016 qui était une femme. C'était l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton. Mais ce qui est nouveau ici, certainement, c'est que nous avons un ancien président qui se représente parce que le président, un candidat a droit à être président pendant 2 mandats consécutifs ou un maximum de 10 ans. Alors l'ancien président Trump a fait un premier mandat. En 2020, il n'a pas été réélu. Il se représente pour une deuxième fois. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais le fait qu'on ait une candidate, donc une femme comme candidate, c'est nouveau. Par contre, elle est vice-présidente des États-Unis, elle se présente, donc il y a aussi quelque chose de nouveau ici. Donc des gens qui étaient quand même au timon des affaires, vice-présidente et ancien président. Le jeu est quand même beau. Oui, mais c'est très intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait, qui passent à la tête des électeurs, du citoyen américain. Comment voter? Chacun de ces candidats essaye de se présenter d'une manière ou d'une autre pour se distinguer de l'autre. Et par exemple, quand on est vice-président et on se présente aux élections, c'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, le président, l'ancien président décédé, George Herbert Bush, était le vice-président du président Reagan. Et c'est normal que le vice-président
si le président ne se présente pas aux élections, ou bien si un président avait déjà fait 2 mandats consécutifs, ben c'est tout à fait normal que le vice-président se présente comme le candidat officiel de ce parti-là. Donc, et le défi pour un vice-président, comment se distinguer, comment s'identifier, se présenter comme candidat, et en même temps, vu qu'en étant vice-président, on n'est pas vraiment en contrôle de la politique de l'administration, puisque le rôle du vice-président constitutionnellement aux États-Unis, c'est être là pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de vide constitutionnel si le président est destitué ou bien il meurt avant la fin de son mandat. Maintenant, allons droit à la question des élections, justement. Monsieur Elias, pourquoi un collège électoral? C'est une excellente question et c'est quelque chose de très, très important. Pour vraiment pouvoir comprendre et surtout apprécier la raison d'être du collège électoral, il faut toujours se rappeler qu'on parle d'une union. C'est une union d'États. Donc les États-Unis, c'est une union d'États. Donc il n'y a pas de système unitaire de gouvernance et il n'y a pas de gouvernement national central pour les États-Unis non plus. Donc le gouvernement de l'Union, le gouvernement des États-Unis, est une entité fédérale qui est en fait au service des 50 États pour que les 50 États l'utilisent pour la gouvernance de leur union. Donc, quand on parle d'union, ceci vous explique pourquoi on parle du président des États-Unis, président de l'Union. Ce n'est pas le président du peuple américain, ça n'existe pas. Donc, ceci vous explique que c'est l'Union, donc, c'est l'Union qui devrait élire son président, le président du peuple. En fait, nous en avons 50. C'est ce que nous appelons les gouverneurs au niveau des 50 États. Maintenant, puisque c'est une union d'États, on comprend très bien qu'il y a certains États dont la population est vraiment énorme. Prenons la Californie, par exemple. C'est énorme. Et alors, de l'autre côté, nous avons des États où la population est très, très petite, comme le Vermont, comme le Montana, le Wyoming, l'Iowa, le New Hampshire, etc. En fait, nous avons 14 grands États, point de vue population, et 36 petits. Alors, si on parle d'une union, maintenant, il faut penser à un objectif principal. Comment éviter que les grands États ne monopolisent pas l'union? S'ils monopoliseraient l'union, nous allons, en fait, aux États-Unis, avoir toujours, d'une manière systémique, des mouvements rebelles et des mouvements sécessionnistes. Donc, pour éviter les mouvements sécessionnistes et rebelles d'une manière systémique, il faut donc établir un équilibre entre population et superficie, donc population et État. Population-État, ceci donc vous explique pourquoi au sein du Congrès, qui est la conférence législative organisée par les 50 États, nous avons 2 types de délégués, des représentants et des sénateurs. Les représentants sont élus proportionnellement à la population. Donc la Californie, par exemple, a 52 représentants actuellement au sein du Congrès, alors que le Vermont n'en a qu'un seul. Le total, c'est 435 pour les 50 États. Mais de l'autre côté, il fallait créer une autre catégorie de délégués qu'on appelle les sénateurs. Et le Vermont, qui a un seul représentant, a 2 sénateurs, et la Californie, qui a 52, n'en a que 2 sénateurs aussi. Donc, avec 50 États fédérés, ça nous donne un total de 100 sénateurs. Et le point principal qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a égalité totale entre le Sénat et la Chambre des représentants dans 2 pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir législatif au niveau fédéral et le pouvoir budgétaire. Donc, pratiquement parlant, aucune loi fédérale ne peut être adoptée, aucune législation
adopté par le Congrès des États sans que majorité au Sénat, ce qui veut dire la majorité des États, et une majorité au sein de la Chambre, ce qui veut dire majorité de la population. Nous avons toujours besoin de la majorité de la population de l'Union et la majorité des États de l'Union pour faire les lois américaines et le budget américain. Donc voilà comment on a établi cet équilibre pour éviter les mouvements sécessionnistes au sein du Congrès. Dans le grand défi est venu à la présidence. Au niveau de la présidence, on ne pouvait pas avoir les États élire un président, un candidat à la présidence, et puis la population élire un autre, et les deux qui se réunissent en conférence. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quand même un seul PDG, comme on dit, un chef exécutif. Là, il fallait vraiment trouver une manière intelligente pour établir l'équilibre. Parce que s'il n'y a pas l'équilibre, si le peuple élisait directement le président, je peux presque vous garantir que la Californie contrôlerait la présidence. Vous vous rappelez probablement comment, en 2016, beaucoup de gens se sont posé la question comment le ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton, avait quand même 3 millions de voix supplémentaires par rapport à Donald Trump, et pourtant c'est lui qui est devenu président. Mais comment ça? Et moi, je réponds, c'est la mauvaise question à poser. La bonne question à poser, c'est d'où sont venus les 3 millions de voix supplémentaires. Et voilà, vous voyez, donc la Californie lui avait donné plus de 2 300 000 voix, juste la Californie. Donc, ce qu'il faut, c'est établir cet équilibre, et là vient le collège électoral. Le peuple vote. Donc, c'est là où on voit le rôle du peuple et le règne du peuple. Le peuple vote dans son État pour ordonner à son État qui l'État devrait élire. Donc, le peuple vote et en fonction de ce vote, l'État élit le candidat. Donc, chaque État a un nombre de voix électorales. Ce nombre est très simple. Ça équivaut toujours au nombre de délégués que l'État a au sein du Congrès lors des présidentielles. C'est-à-dire la Californie a 52 représentants actuellement et 2 sénateurs. C'est un total de 54 délégués. Donc, automatiquement, on donne le chiffre 54, le nombre 54 à la Californie. On lui dit, Californie, tu as 54 voix électorales. Et quand maintenant le peuple vote, la majorité californienne, quel que soit le taux de victoire, que le taux de victoire soit de 5 000 voix ou bien 5 millions de voix, peu importe, la majorité simple des Californiens se prononce et dit « nous voulons candidat X comme président », la Californie donne à ce candidat X ses 54 voix électorales. Et le perdant ne reçoit absolument rien. Il y a 48 États fédérés qui utilisent cette formule où le gagnant prend toutes les voix électorales de l'État et le perdant ne prend absolument rien. Il y a 2 États, le Nebraska et le Maine, qui distribuent leurs voix électorales d'une manière proportionnelle dépendant des élections qui ont lieu. J'explique. Si nous prenons le Nebraska, qui a 5 voix électorales, rappelez-vous d'où vient le chiffre 5. Donc, il y a 2 sénateurs et 3 représentants. Quand le peuple au Nebraska vote, la majorité du peuple qui ont voté, des citoyens qui ont voté, s'ils choisissent candidat A automatiquement prend 2 des 5 voix. C'est comme si c'était les 2 sénateurs, si vous voulez. Donc 2 voix. Alors que les 3 autres voix sont réparties d'après les districts, les circonscriptions électorales. Il y en a 3 au sein de l'État du Nebraska. Vous admettez... Donc voilà, grosso modo, simplement, l'idée et la raison d'être. Et ça m'a pris un peu de temps pour vous expliquer parce que c'est extrêmement important de garder en tête que c'est une union. Et l'idée pour préserver l'union sans mouvement sécessionniste, il faut toujours l'équilibre entre population et État. Merci pour cette explication, Monsieur Elias. Mais vous admettez
que c'est pratiquement énigmatique. J'apprécie le rappel que vous faites sur les élections de 2016 avec Hillary Clinton, qui avait plus de 3 millions de voix supplémentaires, pour vous répéter, et malgré tout, elle n'a pas réussi à remporter ces élections. Le cas de la Californie aussi, comme vous le dites, est-ce que, inévitablement, un candidat pour être élu doit, je dirais, remporter les élections en Californie? Eh bien, c'est une autre excellente question. Pas nécessairement, puisque ça dépend. Aujourd'hui, par exemple, la Californie est considérée en majorité presque écrasante démocrate, c'est-à-dire que le candidat démocrate pourrait réussir à prendre la présidence avec une Californie, une majorité, par exemple, de 3 millions, 2 millions, 1 million, bon, c'est énorme. Mais non, on parle aujourd'hui, je rappelle votre public que, par exemple, Ronald Reagan était le gouverneur de la Californie et il s'est présenté au présidentiel comme républicain et il a gagné quand même au niveau du collège électoral une majorité écrasante des États. Mais la Californie, il y a de notre côté le Texas, vous avez la Floride, vous avez le New York, donc il y a un nombre de grands États, pas aussi grands au niveau de la population que la Californie, mais quand même qui sont considérés assez grands. Nous en avons 14 États dont la population est quand même assez grande. Donc il y a un certain équilibre, si vous voulez, entre ces grands États. Ceci vous explique pourquoi nous parlons aujourd'hui, quand on parle des élections présidentielles de 2024, on parle de certains États qu'on appelle les champs de bataille, c'est-à-dire où la campagne est assez acharnée et en fait, la majorité de ces États ne sont pas de grands États, à part la Pennsylvanie. Mais si nous prenons par exemple un État par exemple, comme le Nevada, nous parlons de 6 voix électorales. L'Arizona n'en a que 11, par exemple. Donc, et ceci explique donc que pour vraiment réussir la campagne présidentielle, il faut que le candidat ne néglige, il ne faut pas négliger pas un seul État des 50 États fédérés. Et c'est surtout les petits États ou bien populations moyennes qui deviennent très importantes quand le public est aussi divisé, si vous voulez, au niveau des idées politiques concernant la gouvernance de l'Union. Quelle explication pourriez-vous nous donner par rapport à certains États qui sont historiquement et traditionnellement républicains, d'autres démocrates, alors qu'il y en a d'autres qu'on appelle tout simplement les swing states? Je traduirais ceci par les États indécis. Comment cela se passe? Historiquement, quelles sont les données que vous avez? Eh bien, historiquement, et ça a changé à travers l'histoire. Par exemple, le Texas, où il y a une façon de voir les choses. Parce que nous sommes 50 États fédérés. Il faut se rappeler, par exemple, que le Texas était un pays indépendant pendant une période de 7 à 8 ans et qui a en fait déposé une demande officielle pour rejoindre les États-Unis d'Amérique. Par exemple, au Texas, les lois concernant le port d'armes, concernant le rôle du gouvernement. Vous savez, aux États-Unis, le rôle du gouvernement au sein de chaque État est toujours limité. Limité, c'est-à-dire le gouvernement est en partenariat, régulièrement en partenariat, toujours, avec la société civile et le secteur privé au sein de l'État. Maintenant, comment réglementer ces limites? C'est là où les philosophies et les approches politiques diffèrent d'un État à un autre. Un État comme le Texas, pendant une longue période,
les gens au Texas, la majorité du peuple au Texas, favorise un rôle du gouvernement très, très limité. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir actuellement au Texas, c'est qu'il y a, à cause de l'expansion et du développement économique du Texas, surtout dans la région autour de la capitale, la ville d'Austin, qui a la fameuse université, et où Google s'est implanté avec son siège social. Et il y a donc un nombre de jeunes qui viennent de partout des États-Unis s'établir au Texas. Donc on est en train de voir maintenant que le Texas n'est plus solidement républicain, mais plutôt républicain. C'est-à-dire c'est en train de changer. Le Montana, qui était solidement républicain, est toujours pas aussi solidement, mais toujours solidement républicain, mais il y a quand même un flux de population qui s'est déplacé, des gens qui ont changé leur résidence, qui ont quitté la Californie, par exemple, pour s'établir au Montana. Et le Montana, en fait, avec le dernier recensement de la population, a gagné un nouveau siège à la Chambre. Il en avait un, actuellement, il en a deux. Et on voit ceci, la même chose au Wisconsin, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire démocrate, républicain. Au Minnesota, où traditionnellement, dans ce qu'on appelle les États industriels, c'est là où, par exemple, les syndicats ont toujours été très, très forts et historiquement ont soutenu le Parti démocrate. Mais avec toutes les transformations de l'économie, on n'est plus dans une économie industrielle, on est loin de même post-industriel, on est dans une nouvelle économie intelligente de services, etc., etc. Et c'est là où les syndicats n'ont pas le même poids qu'ils avaient avant. Et même si on est membre d'un syndicat, quand on vote, maintenant, que ce soit au Wisconsin, que ce soit en Pennsylvanie, que ce soit au Minnesota, que ce soit au Michigan, les gens sont en train de penser, quel est l'état de l'économie actuellement en ce qui me concerne à moi. Donc, quel que soit le fait, si je suis ouvrier, ou professeur, ou bien entrepreneur. Donc, ces choses-là sont en train de changer. C'est toujours le changement économique qui est en fait à la base de beaucoup de ces transformations électorales. C'est plutôt dynamique, je dirais. Mais Monsieur Elias, j'ai envie de vous demander, est-ce que les États-Unis, qui sont considérés comme une grande démocratie, est-ce que ce n'est pas antidémocratique que souvent le candidat républicain remporte la présidentielle alors que le démocrate obtient beaucoup plus de votes? Eh bien, je ne dirais pas démocratique, encore une fois, parce que ça n'a, à mon avis, comme analyste et expert du système américain, je reviens à l'Union, je m'excuse, mais je dois revenir toujours à l'Union, nous parlons d'une union démocratique. Donc, si le système était unitaire, c'est-à-dire s'il n'était pas une union, pensez par exemple à l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas exactement comme l'Union américaine, malgré que c'était George Washington, à l'époque, qui avait écrit aux Européens et leur a dit j'attends avec impatience le jour où il y aurait une union européenne, union des États européens, comme nous l'avons créé chez nous aux États-Unis. Donc, si on prend l'Union européenne aujourd'hui, si on prend l'Allemagne et la France, les deux grands pays, point de vue population, qui pèsent lourdement au sein donc de l'Union, si l'Allemagne et la France, du point de vue systémique, contrôleraient l'Union, mais pourquoi les petits pays comme comme la Croatie, comme la Hongrie, d'autres petits pays resteraient dans l'Union? Donc, quand on parle d'une union, il faut que l'union soit démocratique. Pour que l'union soit démocratique, il faut faire l'équilibre de force. Il ne faut pas oublier Charles de Montesquieu de France, en 1747, quand il a écrit son fameux traité pour la préservation de la démocratie,
l'esprit des lois, il a ouais. bien dit que le pouvoir doit être divisé, séparé, un système de contrepoids et un équilibre de force. Donc, quand il s'agit d'une union, il faut faire la même chose au sein de l'union. Donc, le processus est démocratique, mais c'est un processus démocratique pour une union et non pas pour un pays qui aurait un système unitaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on peut parler de suffrage universel direct? Le suffrage universel veut dire que chaque personne qui a un certain âge, qui est citoyenne américaine, au niveau je parle au niveau des élections présidentielles. Vous savez, au niveau des élections locales, il y a certains endroits où on permet aux gens qui ne sont pas citoyens, mais qui sont résidents permanents, de participer aux élections locales, par exemple. Mais quand nous parlons au niveau de la nation, c'est-à-dire de l'Union, eh bien, le suffrage universel est très clair, oui. Chaque personne a le droit de participer aux élections. Donc, le suffrage universel est une chose et la gouvernance de l'Union est autre chose. Et la gouvernance de l'Union, c'est un processus démocratique. Mais le processus démocratique d'une Union est différent d'un processus démocratique quand on parle d'un pays qui a un système unitaire, donc centralisé. Il n'y a pas de centralisation aux États-Unis. Les candidats font campagne électorale, hormis certaines exceptions, principalement dans 7 États, des swing states, qui peuvent balancer dans un camp comme dans l'autre. Excusez-moi, Wendell, j'ai raté le début de la question. Oui, alors j'ai dit, on observe que les candidats font campagne électorale, hormis certaines exceptions, principalement dans 7 États dits swing states qui peuvent balancer dans un camp comme dans l'autre. Oui, exactement. Et la raison est simple, c'est que chaque parti, le parti de chaque candidat a fait ses sondages d'opinion au niveau des autres États, puisqu'il y a une transparence aux États-Unis, il y a l'accès à l'information aux États-Unis, il y a toutes sortes de procédures qui existent, qui permettent en fait à la presse, aux centres de recherche et les centres de sondage d'opinion, de vraiment savoir et toucher le pouls, comme on dit, du citoyen américain. Donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est que, par exemple, pour Kamala Harris, elle considère que la Californie, d'après les sondages démocratiques, c'est garanti pour elle, donc elle n'a pas besoin de, en fait, dépenser assez d'énergie et de prendre beaucoup de temps à faire sa campagne en Californie. Elle y est allée, mais elle n'a pas besoin de passer autant de temps. La même chose pour le président Donald Trump, qui considère que le Texas est plutôt garanti pour lui, donc il n'a pas besoin d'aller dépenser beaucoup de temps et d'énergie là-bas. Alors, où est-ce en fait, on dépense le gros du temps et de l'énergie? Exactement dans ces États où, d'après les sondages, en fait, sont divisés presque moitié-moitié. Donc, si on passe plus de temps là-bas, on a plus de chances de pouvoir quand même impacter, même si c'est 0,5%, 1%, 2% des électeurs, de les attirer vers vous et les éloigner de l'autre candidat. Alors là, vous avez la chance de gagner les voix électorales de cet État fédéré, parce que, encore une fois, l'Arizona, par exemple, a 11 voix électorales. La personne qui aura la pluralité des voix de l'Arizona va gagner les 11 voix électorales de l'Arizona. Et vous allez me dire si c'est correct, cette impression. On a l'impression, M. Elias, que les questions qui préoccupent la majorité des citoyens américains sont négligées dues à cette concentration sur les swing states. En fait, je dirais non.
Pourquoi? Parce que dans chaque État aux États-Unis où les élections ont lieu, le citoyen est en train de voter sur un nombre de choses. Vous savez, premièrement, les élections ont déjà commencé aux États-Unis, donc, puisque c'est les États qui organisent le commencement vraiment des élections. C'est un processus. On sait que les élections se terminent, s'achèvent le 5 novembre. Ça, c'est la loi. Bien. Maintenant, par exemple, quand vous allez voter, et quand le citoyen va voter, ça dépend de l'État où il se trouve, eh bien, il y a un nombre de choses et le gros, en fait, la majorité écrasante des choses sur lesquelles nous votons, en fait, impacte la vie quotidienne du citoyen. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà voté, par exemple, dans mon État. Mon État, c'est le Maryland. J'ai déjà voté. Et ce qu'il y avait, à part les élections du président, et il y avait 4 candidats à la présidence, faut pas oublier que, et dans certains États, je crois l'Arizona a une dizaine, entre 8 à 10 candidats pour la présidence. On parle des deux grands. Le candidat républicain et le candidat démocrate, donc Kamala Harris et Donald Trump, mais il y a le parti vert, il y a le parti libertarien, etc., etc. Bon, mais à part ça, il y avait des élections pour nos juges. Chez nous, là où nous habitons, ma femme et moi, nous élisons nos juges au niveau local. Nous élisions la commission d'éducation au niveau local, car il n'y a pas de programme national central d'éducation aux États-Unis. Ça n'existe pas. Il y a plus de 50 000 commissions d'éducation locale gérées et gouvernées localement à travers des élections locales et financées avec un budget et des impôts au niveau local. Donc, il y avait toutes ces élections et puis il y a aussi les élections au niveau local. On vote sur les différentes propositions, c'est-à-dire est-ce qu'on permet à notre gouvernement local, par exemple, d'avoir accès au marché financier, à la bourse pour augmenter le budget pour faire des projets d'infrastructure. Est-ce qu'on peut faire on veut faire ceci ou faire cela? Ce qui fait qu'en fait, le gros des choses sur lesquelles le citoyen est en train de voter, ce sont les choses qui touchent directement à sa vie quotidienne. Et il y a les élections locales, législatives locales qui ont lieu dans cette période, cette même période. Et puis les législations au niveau des États, des 50 États. Il y a des États où les juges au niveau de l'État sont élus directement par la population. Il y a 50 systèmes au niveau des États. Et puis nous avons 89 000, écoutez-moi bien Wendell, c'est extraordinaire, 89 000 gouvernements locaux. Et quand je dis gouvernement, c'est-à-dire c'est une entité qui a un pouvoir législatif, exécutif, judiciaire et budgétaire. Vous m'entendez encore, Monsieur Elias? Maintenant, je vous entends, oui. Très bien. OK. Ici, en Haïti, nous sommes surpris, abasourdis par les fortes sommes d'argent dépensées par des gens richissimes, des milliardaires comme Musk, Gates, etc. Si c'était en Haïti, par exemple, le département d'État dirait que c'est de la corruption. Comment c'est permis aux États-Unis? Eh bien, ça, c'est une question qui est assez complexe et qui présente vraiment un grand défi au niveau des élections aux États-Unis, surtout les élections au niveau fédéral. C'est que la Cour suprême américaine avait donné son opinion concernant la liberté d'expression il y a un nombre d'années. Et dans cette opinion, ce qu'elle a dit, c'est que contribuer de l'argent est une façon de s'exprimer, c'est-à-dire la liberté d'expression et peut en fait se présenter sous la forme de contribution monétaire à la campagne d'un candidat.
Donc, il y a la liberté d'expression et il faut pas qu'il y ait censure. Le gouvernement a le droit de réglementer et c'est là où les grands débats ont lieu entre les républicains et les démocrates, les conservateurs et les libéraux, droite, gauche, tout ce que vous pouvez imaginer, qui ont lieu. Comment réglementer donc cette permission, cette possibilité de pouvoir contribuer? Maintenant, et ça devient aussi très, très complexe. Donc, premièrement, il y a la campagne du candidat. La campagne du candidat, elle est la plus réglementée, c'est-à-dire que les règles, que ce soit au niveau de l'État fédéré ou bien au niveau des lois fédérales, sont quand même beaucoup plus claires et limitent les contributions directes à la campagne du candidat, par personne, par entreprise, etc. Là où nous parlons de, comme vous l'avez dit, ces grands Richard, etc., en fait, il y a deux choses. Le parti en tant que quantité, quel que soit le parti, républicain, démocrate, etc., et gardez en tête que nous avons plus de 200 partis politiques aux États-Unis, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais comme je dis, le parti démocrate et le parti républicain, ce sont je les appelle moi, le Coca-Cola et le Pepsi-Cola du marché politique américain. C'est un marché, il n'y a pas de membership dans les partis, hein. Il n'y a pas adhésion à un parti aux États-Unis. C'est un choix. Si je vous dis maintenant que je suis démocrate, je suis démocrate. Je suis républicain, je suis républicain. Je ne présente aucune demande d'adhésion à aucun parti. Il n'y a pas d'interview. Je ne paye pas de cotisation. Je n'ai pas de carte de membre. Absolument rien. Je vais changer d'avis. Je suis maintenant vert. Et personne n'a le droit de me dire, mais attends, comment tu t'es fait ceci ou tu te fais cela? Ce n'est pas un système d'adhésion. C'est une marque politique et donc je peux changer mon choix. J'aime pas cette marque aujourd'hui. Je préfère Dr Pepper, Fanta au lieu de Coca-Cola, par exemple. OK? Donc ça a marché. Alors là, je reviens. Ces marques politiques ont le droit de ramasser des fonds sans limite. Mais ils sont limités combien on donne à la campagne du candidat. Mais ce qu'ils font, ils créent un système parallèle de publicité. Par exemple, le gros des publicités qu'on voit à travers les États-Unis concernant les élections, le gros, en fait, sont financés par ces PAC, par ces groupes qui sont distincts du candidat, mais qui offrent des choses qui soutiennent un candidat ou un autre. Et il y a tout un débat aux États-Unis aujourd'hui concernant ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent que là, c'est énorme. Donc, ce n'est pas la corruption, puisque c'est réglementé par la loi, mais c'est énorme quand même. On est en train de donner la possibilité à l'argent de pouvoir avoir une influence beaucoup plus élevée. Et il y a d'autres qui disent, en fin de compte, il y a autant de démocrates que de républicains qui contribuent des deux côtés, ce qui fait qu'ils se neutralisent. Alors, allez-y, c'est tout un débat, mais c'est une grande question qui se débat aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord que le rôle de l'argent est déterminant dans la politique chez vous. Par exemple, la vice-présidente Harris aurait mobilisé plus d'1 milliard de dollars en 3 mois. De l'avis de certains, c'est quand même fou, ça. Oui, c'est vrai, mais il faut toujours garder en tête aussi que tout est relatif. C'est-à-dire que si on prend le PIB des États-Unis, on parle presque de 29 trillions de dollars par an, donc 29 000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'un milliard? C'est juste pour dire que c'est énorme, certainement c'est énorme, mais aussi il faut garder cette relativité concernant la richesse du pays, l'économie américaine, sa puissance, etc., etc. Mais certainement, c'est une question de débat qui a lieu aux États-Unis concernant le financement des campagnes. Les thématiques choisies par les candidats. Comment un candidat arrive? Eh bien, tout commence au niveau des primaires.
vous savez, Wendell, ce qui est très important aussi à garder en tête pour votre public, c'est qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme ça existe dans beaucoup de traditions de partis politiques à travers le monde, où chaque parti politique, en général, il a premièrement ses membres, et puis chaque parti prépare une liste de candidats du parti qui voudrait-nous avoir de notre parti, par exemple, se présenter au municipal, ou bien au gouvernement régional, parlement national, etc. Chaque parti a son programme politique, etc. Ben, tout cela n'existe pas aux États-Unis. La première raison, comme je l'avais dit il y a quelques instants, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion, on n'est pas membre du parti. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les élections, en fait, passent à travers deux phases. La première phase, qu'on appelle les primaires, et la deuxième phase, c'est les élections générales. Au niveau des primaires, bienvenue à la société civile. Eh bien, voilà ce qui se passe. Et là, le public, votre public, va comprendre comment un personnage, par exemple, comme Barack Obama, a réussi à devenir président des États-Unis alors que son statut de leader au sein des démocrates était presque zéro comparé à celui de Hillary Clinton, à cause de son mari, l'ancien président, qui a eu 2 mandats très réussis et qui a nommé, pendant cette période de présidence, qui a nommé plus de 6000 personnes comme démocrates dans des postes de leadership. C'est-à-dire que le leadership démocrate, en fait, était beaucoup, beaucoup plus proche et sa loyauté beaucoup plus vers Bill Clinton. Alors, mais comment ça se fait que Obama est devenu président des États-Unis? Et la même chose s'applique à Donald Trump. Qui était Donald Trump au niveau du leadership du Parti républicain, aussi presque zéro à gauche? Comment ça se fait que ces 2 hommes ont fini par être à la Maison-Blanche? Eh bien, bienvenue aux primaires. Ce qui se passe au niveau des primaires, une personne, la personne qui aimerait se présenter comme candidate à la présidence, au Sénat, gouverneur, déclare sa candidature réclamant la marque d'un parti. C'est-à-dire, Obama s'est présenté se réclamant comme démocrate. Il n'a pas demandé permission au leadership du Parti démocrate. Donald Trump n'a pas demandé permission au leadership du Parti républicain. Alors, on déclare sa candidature réclamant une marque politique et disons, par exemple, vous avez 5 personnes qui se présentent au poste de sénateur démocrate, par exemple, du Minnesota, je donne ça comme exemple, eh bien, aucun des 5 ne demande permission. Le Parti démocrate n'a pas le droit de soutenir aucun des 5, n'a pas le droit de financer la campagne d'aucun des 5. Je choisis démocrate comme exemple, hein, c'est la même chose pour républicain, quelle que soit la marque. N'a pas le droit donc de soutenir, et la chose la plus importante, il n'y a pas de programme politique. Donc, les thématiques dont vous m'avez posé la question, très importante, ça n'existe pas au niveau du parti. Le parti a les grandes idées, de grands principes. Le programme et les thèmes du programme doivent être développés par le candidat lui-même, femme ou homme, le candidat lui-même. Et comment ça se fait? Comment ces 5 se font la concurrence? Chacun d'eux commence à contacter les coalitions de la société civile au sein de l'État. J'ai pris l'exemple du Michigan. Donc, il y a coalition sur la santé, coalition environnement, coalition éducation, coalition femmes, coalition justice sociale, etc., environnement, etc., etc. Et chaque candidat essaie de convaincre une coalition qu'il est meilleur que les 4 autres candidats. Si une coalition préfère un candidat sur les autres, les membres des ONG qui ont formé cette coalition, agissent comme volontaires et travaillent dans la campagne du candidat. Et c'est eux qui rédigent le thème, donc le programme politique sur la santé, si c'est la coalition de santé, pour le Parti démocrate concernant le poste de sénateur du Michigan.
Et ce sont ces mêmes volontaires qui vont aller organiser les campagnes de financement. Il faut toujours, la course, c'est d'avoir le plus grand nombre d'électeurs du Michigan qui contribuent aux candidats. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il aura beaucoup plus de chances que le jour des élections primaires, il aura un nombre beaucoup plus grand d'électeurs qui vont voter pour lui. Pourquoi? C'est important parce que celui qui gagne le vote des primaires s'impose comme le candidat officiel du parti pour le poste de sénateur du Michigan. Le parti n'a pas le choix, il est obligé de l'accepter et le programme de ce candidat. Donc les thèmes, santé, environnement, femmes, justice sociale, agriculture, avortement par exemple, deviennent le programme officiel du parti. Les manifestations violentes survenues à Washington par les supporters de Trump qui protestaient contre les résultats des élections suscitent aujourd'hui encore beaucoup d'inquiétudes. La possibilité d'une réédition en cas de victoire de Kamala Harris est un sujet qui inquiète et alimente même les débats. Que prévoit exactement la loi électorale des États-Unis en cas de contestation des résultats? OK. Bon, en fait, il y a un processus clair, complexe, pas compliqué, mais complexe, mais clair, avec des dates d'échéance qui sont imposées par la loi américaine et la Constitution américaine. On aura toujours un président le 20 janvier à midi 1 minute. Nous aurons un président des États-Unis, peu importe. Et il y a ce qu'on appelle, ce que nous appelons aux États-Unis la zone safe harbor. C'est la sphère, si vous voulez, de sécurité, c'est-à-dire c'est actuellement, si je me rappelle bien, attendez, je vais vérifier, je crois que c'est le 11 décembre, oui, le 11 décembre, c'est la date clé, c'est-à-dire que tout sera réglé au niveau des grands électeurs. 6 jours plus tard, on envoie chaque État fédéré envoie la liste donc au Congrès à travers l'archiviste des Archives nationales des États-Unis. Et le Congrès se réunit le 6 janvier pour compter le vote. Et il y a des procédures bien précises. Si aucun n'a obtenu les 270, comment elles sont faites au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat. Et même s'il y a aussi échec au niveau de la Chambre et au niveau du Sénat, nous avons la loi de succession qui fut établie, adoptée par le Congrès en 1947, qui garantit comment la succession se passerait pour qu'on ait toujours un président le 20 janvier. Donc, au niveau électoral, les choses sont très claires. Maintenant, et c'est là où vient le rôle, pourrait jouer le rôle de la Cour suprême américaine à cause de la loi dont je vous ai parlé, de Safe Harbor. Par exemple, vous pouvez vous rappeler peut-être dans les élections de l'an 2000, entre George W. Bush et Albert Gore, eh bien, c'était la Floride, c'était un des grands États qui allait décider, en fait, qui obtiendrait 270 voix électorales. Et puis, chaque État fédéré a ses propres lois qui permettent une demande de dépouillement judiciaire du scrutin. Donc, et ça varie d'un État à un autre. Mais en Floride, c'était le cas. Ils ont fait le dépouillement une première fois, ils l'ont fait une deuxième fois. George W. Bush était toujours au-dessus, mais chaque fois, la majorité, le delta, comme on dit, la différence de voix était diminuée. Et les gens, la campagne d'Al Gore et la Cour suprême dit il y a la loi fédérale, le Safe Harbor, donc il faut un troisième dépouillement, c'est fini. Lui a gagné jusqu'à maintenant, donc il est élu par la Floride.
Donc c'est là où la Cour suprême pourrait intervenir, par exemple. Elle a intervenu aussi après que le président Trump, en fait, avait rejeté Les résultats? plaidé son cas contre les élections, les résultats des élections présidentielles de 2020. Il l'a fait dans les États où on avait dit, réclamé que les élections, il y avait du trucage ou bien fraude, etc., etc. Et bon, ayant perdu là-bas, il a essayé, sa campagne a essayé de soulever le point au niveau de la Cour suprême américaine fédérale. Et la Cour suprême inclut les juges qu'il avait nommés lui-même. La Cour suprême, à l'unanimité, a dit non, on ne peut pas faire appel au niveau fédéral, puisque les cours constitutionnels des fraudes, donc c'est à cause des articles. C'est comme ça, oui. Donc la procédure judiciaire, juridique, légale existe. L'instance de contrôle du collège électoral, est-ce que c'est la Cour suprême? En fait, c'est au niveau de chaque État fédéré. Et le collège électoral, c'est-à-dire, en fin de compte, comment ça se passe du point de vue mécanique. Quand on dit, par exemple, que l'Arizona a 11 voix électorales, eh bien, en fait, il y aura 11 personnes qui vont représenter le parti du candidat qui a gagné. Par exemple, en Arizona, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs. On entend parfois en français, on les appelle les grands électeurs. Nous, on dit ce sont les électeurs présidentiels. Bon. Alors, en Arizona, par exemple, les électeurs présidentiels sont nommés par le président du comité exécutif ou comité central du parti politique en Arizona. Donc, automatiquement, ce sont des personnes qui sont liées au parti. Et ils vont aller à la capitale de l'État et déposer leur vote, donc élection du candidat, reflétant en fait ce que la majorité du peuple en Arizona a fait. Et en fait, le parti doit déposer les déclarations de candidature de chaque électeur présidentiel auprès du secrétaire d'État. Chaque État des 50 a son propre secrétaire d'État. Et c'est le secrétaire d'État, donc, qui, en fait, présente avec, ça dépend de l'État, avec la signature et sous le sceau du gouverneur de l'État, un document officiel qu'on envoie à l'archiviste des États-Unis disant voilà comment les électeurs vont voter ou ont voté pour l'Arizona. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Donc, chaque État fédéré, déjà au niveau de son administration, le secrétaire d'État et le gouverneur, au niveau de l'exécutif, qui applique la loi de l'État pour gouverner. Et chaque État a ses propres moyens pour contester comment ces votes ont eu lieu au sein de l'État. Quand on vient à la Cour suprême américaine, c'est que si, comme je l'ai dit avant dans l'exemple de la Floride, c'est qu'on n'arrivait pas, on voulait continuer à faire un troisième dépouillement de voix, mais ceci aurait dépassé la date limite, qui est le safe harbor, la zone de sécurité, qui est imposée par la loi américaine. C'est là où la Cour suprême américaine a dit non, vous devez obéir à la loi, vous ne pouvez pas continuer. Floride, arrêtez. Bien. Autre chose où la Cour suprême pourrait se prononcer, comme elle l'a fait, je crois que c'était le 9 juillet en 2020, c'est qu'on parle parfois de certains grands électeurs. Je suis sûr que certains parmi votre public a peut-être entendu parler de ça, qu'on appelle, en anglais on dit faithless electors, c'est-à-dire les électeurs qui sont infidèles, c'est-à-dire qui ne représentent pas vraiment la volonté du peuple comme il a voté. Et ben, ça arrive, c'est arrivé quelques fois à travers l'histoire des États-Unis, mais ça n'a jamais vraiment impacté les résultats du collège électoral. Mais puisque les élections deviennent de plus en plus serrées, au niveau de l'État de Washington,
il y a eu un de ces électeurs, je crois que c'était un démocrate, qui a voté, pas pour le candidat républicain, mais qui a voté pour un autre personnage. Bon, ça n'a pas, encore une fois, impacté le résultat. Mais à la suite de ça, l'État de Washington a porté plainte auprès de la Cour suprême américaine et demandé que pour avoir une opinion claire, est-ce que l'État et la Cour fédérale réglementer? Donc, pratiquement parlant, la Cour suprême a mis fin à cette affaire. Chaque État fédéré, et aujourd'hui, une majorité des États, en tout cas, ont déjà des lois sur place qui exigent que les électeurs reflètent le vote populaire de la population de l'État. Merci beaucoup. Donc on a mis fin à sa décision. Oui, je vous remercie infiniment, Monsieur Akram Elias. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le cadre de la présidentielle américaine. De nombreuses informations sont partagées avec le public de Métropole. Je vous en remercie infiniment et à bientôt. Je vous remercie aussi infiniment et bon courage. Merci à vous et à votre public et à très bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère aussi. Au revoir. Bye bye. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette émission avec monsieur Akram Elias, qui est conférencier. On vous l'a déjà dit. Il dirige le groupe Capital Communications Group. Il a une expertise en matière électorale, système de gouvernance, structure gouvernementale, système fédéral, rôle de la société civile dans la prise de décision. Aujourd'hui, il était avec nous pour nous parler du fonctionnement de l'appareil électoral américain. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.